êtes sur Africa Today, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Les travaux de réflexion sur le concept de justice de proximité et de validation de l'avant-projet de décret relatif aux maisons de justice, à la médiation et à la conciliation vient d'être bouclé à Conakry. 2 jours d'activité ont suffi pour des experts et cadres du département de la justice pour mettre en place un mécanisme visant à améliorer l'accès des populations à la justice. Compte rendu au Marceau. Cet atelier intervient à un moment de l'amertume constat de la recrudescence des vindictes populaires à travers tout le pays. Pour mettre un terme à ce phénomène, l'espoir reste fondé sur la validation de l'avant-projet de décret relatif aux maisons de justice, qui constitue une politique de rapprochement des citoyens de la justice. Selon le chef de la cellule de gestion du Fonds européen de développement, ce programme vise à renforcer la gouvernance judiciaire et l'état de droit en République de Guinée. L'atelier donc qui prend fin aujourd'hui met la lumière sur la problématique importante de l'accès à la justice et les moyens de la garantir pour nos concitoyens. C'est le cœur même de la réforme de la justice, car il n'y a de justice que lorsqu'elle est accessible ou que l'on habite sur le territoire. Pour la chef de section gouvernance de la délégation de l'Union européenne en Guinée, la mise en œuvre de cette nouvelle structure de maison de justice aura pour charge de réduire le nombre des dossiers traités par les tribunaux. Pour garantir le droit d'accès à la justice, l'approche retenue intègre, entre autres, la mise en place d'un dispositif de maison de justice qui permettra, d'une part, d'améliorer l'accès à l'information juridique pour les populations et d'autre part, de réguler les conflits par des modes alternatifs de règlement tels que la médiation et la conciliation. Des travaux d'ailleurs qui ont permis aux acteurs judiciaires et ceux de la société civile d'être outillés des techniques liées à la problématique des maisons de justice. Nous avons compris que tous les problèmes judiciaires ne peuvent pas être réglés à la justice. Donc les maisons de justice seront là pour désengorger les tribunaux qui sont saisis des petites affaires qui peuvent être réglées comme on a coutume de le dire sous l'arbre à palabre. Cet atelier initié par le ministère de la Justice garde des Sceaux s'inscrit dans la réforme de la justice qui vise à doter la Guinée d'une justice indépendante, équitable et accessible à la population. Fin hier mercredi de la formation de la 2e promotion des agents conservateurs de la nature à l'école nationale de la gendarmerie de Kaleya dans la préfecture de Forokaria. Les 500 agents ouvreront dans la lutte contre le braconnage, les feux de brousse et la dégradation de l'écosystème. Compte rendu Mamadou Alpha. La formation de ces 500 agents se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'action prioritaire pour la réforme du secteur de sécurité. La création et l'opérationnalisation de ce corps des conservateurs de la nature contribueront nécessairement à la sauvegarde de l'environnement. Ces cadres sortent d'ici mieux outillés, encore mieux outillés et mieux motivés pour accomplir leur mission. Donc, entre autres, la lutte contre le braconnage, la lutte contre les feux de brousse, la lutte contre la coupe abusive de bois, la lutte contre la dégradation de nos écosystèmes. 6 mois de formation intensive et riche d'enseignements ont permis aux participants d'acquérir une reconversion des mentalités et le passage de l'état civil à un statut militaire. Pour une gouvernance environnementale réussie, le porte-parole de la promotion demande à la ministre notre sollicitude à l'endroit de notre maire, Madame la ministre de l'Environnement, des eaux et forêts, et celle d'organiser, en partenariat avec le haut commandement de la gendarmerie nationale, en plus de la formation commune de base des futures promotions, des sessions spéciales sous forme de stages pratiques de renforcement des capacités, notamment en matière pénale.
Après une séquence de démonstration des leçons apprises, le haut commandant de la gendarmerie nationale apprécie la qualité de l'enseignement reçu. Franchement, je suis comblé quand je les ai vus faire, n'est-ce pas, le retour d'expérience à travers des séquences pédagogiques. J'ai compris qu'ils ont très bien maîtrisé les leçons et ils sont en mesure dans l'avenir de former des poules de formateurs dans le cadre, n'est-ce pas, du département de l'environnement. Ne pas que le département de l'environnement soit permanemment appelé à faire recours à l'armée de terre ou à la gendarmerie pour former leurs agents. La remise des attestations de satisfaction aux récipiendaires et aux officiels suivis d'un défilé a mis fin à cette cérémonie. Le ministre d'État de la Sécurité et de la Protection civile qui a représenté le Premier ministre à cette rencontre a expliqué le soutien du gouvernement à cette initiative. Maître Abdoul Kabele Kamara espère aussi que ces agents seront désormais en mesure de protéger l'écosystème guinéen. On l'écoute au micro de Bamamadou Alpha. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du comité de pilotage de la réforme du secteur de sécurité, et son gouvernement ne ménageront aucun effort pour soutenir votre département, Madame la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, pour la réussite de cette noble mission. J'ose espérer, au sortir de ce centre de formation, que vous serez en mesure de sauvegarder nos acquis naturels soumis à une constante pression, car il ne sera plus acceptable pour nous de cautionner la dégradation continue de nos forêts et la disparition progressive de milliers d'espèces chaque année. Il n'est plus question non plus de laisser des écosystèmes se dégrader suite à l'exploitation abusive des ressources forestières. Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de ses co-religionnaires du monde, ont célébré ce mercredi Laylatul Qadr. Cette année, comme les précédentes années, la nuit du destin a été très recherchée par bon nombre de musulmans. À Bambeto, dans la commune de Ratoma, les croyants de cette localité se sont mobilisés massivement pour faire des invocations, des prières, réciter le Coran et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Seni Diallo. Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, est toujours fixée à la fin du mois de juin et recherchée dans les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est un moment pendant lequel les musulmans se rendent en grand nombre dans les différentes mosquées du pays. À Bambeto, les fidèles n'ont pas dérogé à la règle. Ils étaient des centaines munis du livre saint, le Coran, à faire le déplacement. No mawni no ɓuri dewal waɗangal e nder lebbi sappo ɗi o jemma alami dewal waɗangal hande o jemma ɗo o wiyani no fota ko wi khayrum min alfisari no ɓuri lebbi wulure ɗi dewe waɗami hara o jemma alami en andi jemma hino mawni si Allah wi hunde no ɓuri en andu hara no ɓuri. Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, est une période au cours de laquelle des invocations et des prières sont faites. C'est aussi un moment de repentance et de demande de pardon au miséricordieux pour les musulmans. Ça me réconforte à plus d'un titre. Si Dieu me donne la volonté, la santé pour y participer avec tous les fidèles musulmans, je suis réconforté. Nous sommes engagés de venir rester pendant toute la nuit et faire la prière et la bénédiction. C'est tout mon vœu personnel. Selon le Coran, c'est au cours de cette nuit que le livre saint aurait été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par l'ange Gabriel. Et avec la conjoncture actuelle du pays, nombreux sont parmi les fidèles qui ont invité les autorités de tout faire pour changer la donne. L'appel que nous lançons, c'est prier Dieu que le pouvoir change de stratégie, la manière dont ils sont en train de diriger le pays, pour qu'il y ait de justice, la paix, l'unité nationale, que nous soyons unis dans ce pays, quoi. En fait, c'est ça. Parce qu'on est une et indivisible.
o waɗana lamɓe meɗen ɓe yurminayɓe jama mo Allah halfini ɓe on o waɗa jama on kadi teddinayɓe ɓe Allah ardini yeeso maɓɓe ɓen saabu ɗum ɗo ko wajibi ɓo men ko wajibi e lamɓe ɓen yurmingolɓe ɓe laami ɓen ko wajibi e laama ɓen yoɓe teddin ɓe Allah ardini yeeso maɓɓe ɗen si ɗum waɗi joni en ɓuttina joni kono si tawi lanɗo yurmatake mo o lammina laamaɗo teddinta laamiɗo ɗum ɓayle o laamu ko Allah woni e jonnude donc ɗum wona goɗɗo goo en fof en ɗaɓɓida e laamu kono si tawi ko an Allah jonni ko biyami jebbilo mi jaɓa ko Allah jonni makko ñande ko kadi ko goɗɗo goo. Cette nuit qui équivaut à plus de 83 années d'adoration n'est pas passée inaperçue donc à Bambeto et l'imam ratib de cette localité a fait des bénédictions pour tout le peuple de Guinée. Même ferveur du côté d'Abdallah II, dans la mosquée Kabalaya, où les fidèles musulmans ont passé toute la nuit du mercredi au jeudi dans l'adoration et l'obéissance à Allah. Diaou Bachir. Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, est l'une des nuits les plus recherchées par les fidèles musulmans. Tout croyant désireux d'obéir à son Seigneur et d'augmenter ses bonnes actions doit faire son mieux pour passer cette nuit dans l'adoration et l'obéissance. Dans cette mosquée de Kabalaya, l'on n'a pas dérogé à cette règle. Tierno Ibrahima Diallo revient en partie sur la portée de cette nuit. Si cette nuit tant recherchée s'avère précieuse, c'est parce qu'elle a été offerte au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Donc le prophète est important que cette nuit, parce que c'est à cause de lui que le Coran est descendu. Ce imam désigné et maître coranique appelle les fidèles musulmans à l'adoration et surtout à l'obéissance au Créateur pendant cette nuit. Chacun selon ses possibilités doit se rendre cette nuit dans les mosquées afin d'implorer Dieu pour avoir les faveurs de cette nuit. Selon certains islamologues, l'adoration de Dieu pendant cette nuit équivaut à 83 années de prière. Cette nuit recherchée selon l'avis le plus fort se situe dans la 26e nuit du mois de Ramadan. C'est la nuit dans laquelle le messager d'Allah a commandé à tous les fidèles d'accomplir la prière nocturne. Le panier de la ménagère, on en parle encore. Le prix du poisson, comme à l'accoutumée, a encore grimpé sur le marché guinéen. Pêcheurs et revendeuses, tous accusent le système de distribution en place. Plus de précision avec Aïssata Fofana. Avoir un bon morceau de poisson dans son plat ou dans sa sauce devient la croix et la bannière aujourd'hui à Conakry. Le poisson est une denrée pourtant prisée pour son goût et ses protéines. Pour connaître les raisons de cette flambée sur le marché, nous nous sommes rendus dans une société de pêche de la place. Ici, la chaîne de distribution du bateau aux différents marchés du pays est bien connue. La règle nous dit, nous nous arrêtons au port. Si tu n'as pas d'infrastructure, tu vends le poisson à partir du port, à partir du bateau. Et du bateau directement, les poissons vont se retrouver à Kenya Marché. De Kenya Marché, la distribution se fait entre les différents marchés de la capitale. Imaginez-vous la bonne dame qui va vous prendre du poisson à partir du bateau. Et que cette bonne, elle doit envoyer à Kenya. Elle a besoin du transport et son intérêt. Et du côté des marieuses, l'on impute la responsabilité aux détaillants. D'après Mariama Kamara, c'est d'eux que le gouvernement devrait s'occuper pour veiller à la réglementation du prix. Nous les grossistes, nous ne vendons pas en détail. Le gouvernement devrait plutôt s'intéresser aux détaillants pour le rabais des prix. Nous, on ne cherche que 5 à 10 000 francs de bénéfices sur un carton. Autre version pour expliquer cette cherté du poisson en Guinée, c'est celle de la qualité distribuée par des Chinois et le repos biologique annoncé par le gouvernement. Ce qui nous fatigue aujourd'hui, ce sont les petits poissons que les Chinois nous amènent. Les poissons sont trop petits.
Cela nous inquiète. Il y a aussi le repos biologique annoncé par les autorités. Et pourtant, nous n'avons pas eu de bons poissons tout au long du mois saint de Ramadan. Les Chinois n'amenaient que des escargots. Les autorités n'ont qu'à repousser la date du repos biologique. Pour donc canaliser les prix des poissons sur les lieux de vente, Kourouma Fansedi, lui, propose de couper cette chaîne de distribution. C'est-à-dire du bateau directement au panier de la ménagère. Et que les sociétés s'en occupent de ça. Ou les femmes mariées mettent des gens dans les marchés pour vendre ce poisson-là. Une proposition qui, d'après Kourouma Fansedi, pourrait marcher. Et d'ailleurs, il prend l'exemple sur sa société. Le mois de Ramadan tire à sa fin. Les fidèles musulmans se préparent chacun de son côté pour paraître beau et bien habillé le jour de la fête. Mais le constat est palpable sur le marché. Les prix varient selon la taille et la qualité des articles. Vendeurs et clients tous se plaignent de la conjoncture difficile. C'est un reportage signé Sira Fofana. Chaque année qui passe à l'approche des fêtes, l'affluence est de moins en moins perceptible depuis un certain temps. Cette année encore à Conakry, l'engouement au niveau des préparatifs de la fête de Ramadan reste à désirer. Si autrefois l'affluence était grande au niveau des marchés et autres lieux concernés, tel n'est plus le cas sur le terrain. Comme de par le passé, cette année encore, la hausse des prix sur le marché inquiète les clients qui s'en plaignent. Le prix d'un habit coûte de 250 à 280 000. Ce n'est pas facile. Nos maris ne travaillent pas. Le gouvernement n'a qu'à nous aider à baisser les prix. Je n'ai que 350 000 ici. La vendeuse dit que c'est 400 000, le dernier prix. La conjoncture est difficile. On peut vouloir d'un article, mais on ne parvient pas à l'avoir. Les commerçants aussi de leur côté pointent un doigt accusateur sur le gouvernement concernant le dédouanement, mais aussi sur le coût des devises. Quand le coût des devises augmente, les prix aussi sont chers. Vraiment, c'est une situation surprenante. La vie est très chère. Tant que le coût des devises est à la hausse, les prix le sont aussi. Le dédouanement, tout est au niveau du gouvernement. Tout est cher. Ce qu'on a l'habitude d'acheter à 5 000 est à 8 000, 9 000 francs actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner là-dessus? Les clients se font rares. Depuis qu'on a ouvert, aucune vente. C'est distant là où on prend les marchandises et le prix y est cher. N'ayant pas le choix puisque tout le monde veut bien paraître ce jour, ceux qui le peuvent s'achètent de quoi s'habiller malgré bon gré. Et quelques jours seulement nous séparent de l'aide El-Fitr, fête marquant la fin du Ramadan chez les musulmans. À l'approche donc de cette fête, dans les ateliers de couture, tailleurs et clients se côtoient pour une satisfaction mutuelle, même si par endroit l'affluence n'est pas au rendez-vous. C'est un constat de Gontora Bikita. Sous le bruit des machines à coudre, nous accédons à l'atelier de couture de Maître Barry, 6 à la Kamayenne dans la commune de Dixine. Ici, chacun s'attelle à une tâche appropriée pour la satisfaction de tous les clients. Comparativement à l'année dernière, Maître Barry est satisfait du nombre de clients reçus à l'approche de la fête de Ramadan 2017 et d'y mettre tout en œuvre pour le bonheur de ses clients. Les gens sont venus, jusqu'à on a arrêté même de prendre les habits pour la fête. On fait un effort pour qu'on puisse finir tout. Mettre ses clients à l'aise dans le respect des rendez-vous, un pari que Maître Barry a gagné cette fois-ci. Madame Aken est venue récupérer ses habits de fête sans difficulté majeure et sa satisfaction est immense. J'ai récupéré mes tenues et les tenues de mes enfants. Les tenues sont pratiquement prêtes. Vous êtes satisfaite? Je suis satisfaite. Ce que j'ai vu en tout cas pour le moment c'est bon. C'est le reste que j'attends. Le tailleur, il a respecté le rendez-vous? Pour ça, en tout cas, cette fois-ci, il a respecté. Parce que je suis venu, j'ai trouvé que tout était plié. Et donc, je suis satisfaite. Si Maître Barry a été débordé de clientèle, chez Maître Moussa, c'était le contraire. Cette année, il s'est contenté de coudre des habits pour enfants par manque de clientèle. Ça ne marche pas comme avant. Bon, mais ça va quand même un peu. Mais seulement à la rapport de l'an passé, ça recule un peu. Donc pour la fête, vous savez, bon, deux fois pour la fête aussi, la fête c'est embêtant.
Surtout les habits des enfants. Par exemple, moi, cette année, j'ai pris beaucoup d'habits pour les enfants. Donc, ça m'embête un peu quand même. Il y a les apprentis qui m'aident un peu. Donc, à rapport à ça, je vais s'en sortir quand même. Comme chaque année, des petits soucis de coupure d'électricité se font ressentir dans presque tous les ateliers. Mais les maîtres tailleurs mettent les bouchées doubles pour la satisfaction des clients à seulement 3 ou 4 jours de la fête de Ramadan. En Centrafrique, la ville d'Obria pleure ses morts. Plusieurs dizaines de cadavres ont été trouvés après les violents combats entre milices. Le maire de la ville parle d'une centaine de morts et d'une situation humanitaire alarmante. Regardez. Plusieurs maisons ont été incendiées, des tirs ont retenti. Mardi à l'aube, la ville d'Obria a de nouveau été attaquée. 2 heures de violents combats entre groupes armés, il y aurait une centaine de morts. La force de la MINUSCA est descendue sur le terrain pour sécuriser le camp de déplacés, mais également la zone de l'hôpital. Elle a dû ouvrir le feu sur des éléments présumés anti-Balaka, mais également contre des présumés éléments du FRPC, du FPRC, qui voulait s'attaquer au camp de déplacés. L'accord de cessez-le-feu signé lundi à Rome entre le gouvernement et 14 groupes armés aura tenu moins de 24 heures. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, l'un des groupes armés des ex-Séléka, majoritairement musulmans, est pourtant signataire de l'accord. Tout comme les anti-Balaka, la milice d'autodéfense chrétienne. La question que tout le monde se pose, est-ce que les groupes armés qui s'engagent dans ces accords-là, est-ce qu'ils le font de bonne foi ou c'est juste une simple formalité qu'ils essaient de faire et puis après faire endormir le peuple, sinon la communauté internationale et tous ceux qui s'engagent? Les alliances entre les différents groupes armés sont fréquentes. Elles renforcent le pouvoir de ces milices, surtout lors de négociations pour un accord avec le gouvernement. Les communs peuvent vite s'évanouir sur le terrain où les enjeux sont tout autres. La MINUSCA a conduit des patrouilles jusque tard dans la nuit et ce mercredi, la tension était encore palpable dans la ville. Les rares habitants qui restent sont terrorisés. Mais 9 habitants sur 10 ont déjà quitté la ville ces dernières semaines pour s'entasser dans des camps de déplacés. Outre la situation sécuritaire, la situation humanitaire devient alarmante. On passe à l'actualité. En France, il devait s'agir d'un remaniement avec quelques ajustements, mais au final, il a été plus important que prévu. Le nouveau gouvernement d'Édouard Philippe compte désormais 15 femmes et 15 hommes, pour la plupart des inconnus du grand public. 2 femmes se retrouvent à la tête de ce poste clé. Suivez. 30 ministres et secrétaires d'État, la traditionnelle photo de famille ne tenait plus dans l'escalier. Direction les jardins de l'Élysée, mais le président de la République n'est pas au premier rang. Emmanuel Macron, volontairement placé au milieu de son équipe gouvernementale. Un conseil des ministres où il fallait de nouveau s'armer de son trombinoscope face à tant de nouveaux visages. Comme Nicole Belloubet, nouvelle garde des Sceaux venue du Conseil constitutionnel. Les ministres régaliens sont particulièrement scrutés. Florence Parly, ministre des Armées. Certains ministres s'affichent aux côtés de leurs nouveaux secrétaires d'État, comme Nicolas Hulot, arrivant avec Brune Poirson et Sébastien Lecornu. Les équilibres politiques sont respectés, 2 très proches d'Emmanuel Macron, comme Benjamin Griveaux. Plus de ministres de premier ordre pour le MoDem, mais 2 secrétaires d'État. Sans oublier une pointe de droite avec l'ex-sénateur copéiste Jean-Baptiste Lemoyne. La table du Conseil s'est donc agrandie pour accueillir 11 nouveaux visages, un conseil de plus de 2 heures, le temps des présentations certainement, et aussi d'examiner le texte sur la prolongation de l'état d'urgence. À la sortie, les sourires sont de rigueur et les commentaires très rares. La communication du gouvernement se veut toujours aussi maîtrisée. Le FBI a ouvert une enquête pour acte de terrorisme. Un policier a été agressé au couteau à l'aéroport de Flint dans le Michigan. L'assaillant qui a été interpellé serait un Canadien de 49 ans, habitant à Montréal, originaire de Tunisie. Le policier blessé, lui, a été hospitalisé, se trouve dans un état stable. Regardez.
Un aéroport complètement paralysé pendant plusieurs heures. Partout, des policiers évacuent les passagers et sont en état d'urgence, car un acte terroriste a été commis dans l'aérogare. Un homme a poignardé dans le cou cet agent de sécurité, Jeff Neville, qui s'est battu sans arrêt avec l'assaillant. Un acte qui a créé un vent de panique parmi les voyageurs. Le suspect, lui, a bien vite été maîtrisé. Selon le FBI, le suspect est un Montréalais de 50 ans, nommé Amor Ftui. Il habite dans le quartier Saint-Michel, qui était pris d'assaut par les policiers de Montréal. Ftui est parti de Montréal le 16 juin, date à laquelle il a traversé la frontière au lac Champlain. Il s'est alors dirigé vers l'aéroport international Bishop de Flint au Michigan, où il est arrivé. Il se serait promené longuement dans l'aérogare avec 2 sacs, mais sans billets d'avion. De passage aux toilettes, il en est ressorti sans bagage et a brandi un couteau militaire avant d'attaquer le policier en criant « Allahu Akbar, Allah est le plus grand ». Selon les témoignages du FBI, Amor Ftui a déclaré que les Américains avaient tué des gens en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Comme dans toute opération antiterroriste, le gouvernement canadien garantit son soutien aux autorités américaines. La GRC a d'ailleurs procédé ce soir à des perquisitions dans l'immeuble du suspect. Un lieu symbolique du groupe État islamique parti en fumée. Selon l'armée irakienne, les djihadistes auraient fait exploser le minaret penché de Mossoul et la grande mosquée à Al-Nouri, lieu où leur dirigeant Aboubakar Aboul-Baghdadi était pourtant proclamé calife il y a 3 ans. Suivez. Des colonnes de fumée s'élèvent des ruines de la mosquée Al-Nouri à Mossoul. Image diffusée aujourd'hui par la télévision libanaise. L'imposant minaret penché, joyau historique du XIIe siècle d'où flottait le drapeau noir du groupe État islamique, a été détruit par les djihadistes selon les forces irakiennes. L'allié américain confirme. Ils ont fait exploser la nuit dernière la mosquée dans laquelle al-Baghdadi avait proclamé son califat. C'est un acte hautement symbolique. Un signe de défaite, selon le Premier ministre irakien, en dépit des dénégations du groupe État islamique qui attribue cette destruction à des raids américains. La bataille continue, ardue, pour reprendre les derniers kilomètres carrés de terrain que les djihadistes occupent encore au cœur de la cité historique, la même où se trouvait la mosquée. Une bataille loin d'être terminée, plusieurs centaines de combattants du groupe État islamique opposent une résistance farouche. Les forces irakiennes, aidées par leurs alliés, progressent, mais le terrain est difficile. La véritable menace, et j'en ai été témoin, c'est que le groupe État islamique installe des engins explosifs improvisés dans une rue. Ils essayent de nous amener à frapper des civils en déplaçant des femmes et des enfants pour protéger leurs capacités vitales. Plus de 100 000 civils, encore otages des djihadistes, estime l'ONU. La destruction de la mosquée intervient quelques jours après l'entrée des forces irakiennes au cœur de la cité historique, après 8 mois d'une offensive lancée pour reconquérir le bastion irakien du groupe État islamique. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de ce 20h. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à tous.